Alors, les projets, dans d'autres endroits, on appelle ça des concentrations. C'est l'idée qu'on se donne une couleur et qu'on en fait la mise en marché dans un espace concurrentiel, dans un quasi-marché scolaire, au départ pour faire face à la concurrence du privé, mais aussi pour se démarquer des autres écoles publiques. De telle sorte qu'il y a comme une espèce de double concurrence, privé-public, puis public-public. Bon, et les commissions scolaires des centres urbains ont développé ça. Et on est là-dedans. C'est devenu la réponse à la fois à la concurrence du privé et au libre choix des parents, qui sont devenus des consommateurs d'école. Ils font le magasinage. Il y a quelques années, lorsque mon fils aîné était en 5e année, des amis et des connaissances du monde de l'enseignement m'ont signalé qu'il était temps pour moi de penser où je devais l'envoyer au secondaire. Je me souviens d'un conseil qu'on m'avait donné à l'époque. On m'avait dit « Christophe, essaie de placer ton enfant dans un programme particulier du public. Il y a vraiment des bons programmes et ça ne coûte pas super cher. Mais si ça ne fonctionne pas, il va falloir que tu sortes un peu d'argent de tes poches puis l'envoyer à l'école privée. Dans tous les cas, tu dois absolument éviter de l'envoyer au public régulier. » Cette personne-là me disait tout haut ce que les autres me disaient tout bas dans le fond. Tu dois absolument éviter de l'envoyer au public régulier. Cette phrase m'est restée dans la tête longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon époque, au milieu des années 90, tu ne choisissais pas ton école. Ton code postal décidait pour toi. Quelques rares amis de mon quartier avaient des parents assez riches pour les envoyer dans une école privée, mais pour la grande majorité de mes amis, on allait tous à la même polyvalente. Aujourd'hui, on me dit que pour être un bon parent, il faut éviter d'envoyer mon enfant là où le système l'envoie par défaut, c'est-à-dire au programme régulier de son école attitré à son code postal. Aujourd'hui, pour être un bon parent, je dois magasiner le parcours scolaire de mes enfants. Vous écoutez le 3e et dernier épisode de la première saison de Distance sociale, carnet d'un sociologue ambulant. Et je suis votre hôte, Christophe Allaire-Sivigny. Pour comprendre comment on en est arrivé à la situation présente, c'est-à-dire celle de devoir magasiner le parcours scolaire de nos enfants, retrouvons de nouveau Claude Lessard, éminent sociologue de l'éducation, qu'on a brièvement entendu dans l'épisode précédent et en ouverture de cet épisode. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, comment on aboutit à quelque chose d'un peu différent, elle est assez simple à raconter, puis elle est assez bien connue. Ça a beaucoup à voir avec le maintien de l'enseignement privé. Pendant les années d'ouverture du système d'enseignement public, l'enseignement privé perd des clientèles. C'est la seule décade, celle des années 60, où l'enseignement privé perd des clientèles, en partie parce que l'enseignement secondaire public devient gratuit, et en partie parce que l'Église a de la misère à garder ses institutions ouvertes. Et donc, pour toutes ces raisons, cette décennie-là est une décennie de perte des clientèles. Mais dès les années 70, l'enseignement privé repart de plus belle, au gré d'une lente perte de confiance je vais dire comme ça, des élites médiatiques, intellectuelles, politiques, etc., à l'égard de l'école publique. Les médias racontent toutes sortes de choses sur ce qui se passe dans les écoles, l'absence d'activité parascolaire. Bon, l'école publique, notamment l'école publique secondaire, la grosse polyvalente, a une réputation épouvantable. L'enseignement privé reprenant du poil de la bête dans les années 70 et 80, notamment dans les grands centres urbains, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, les commissions scolaires ont commencé à vouloir réagir parce qu'elles perdaient des étudiants. Et si, pendant ce temps-là, pendant que le réseau public diminue, si le privé augmente, ben c'est un peu achalant, là, politiquement et administrativement, parce que ça veut dire qu'il faut fermer des écoles, mettre à pied des professeurs, ce qui est pas évident. Alors, les commissions scolaires ont commencé à réagir, notamment celles des grands centres urbains, et on dit, il faut, dans le contexte dans lequel on se trouve, notre seule solution, c'est de faire face à la concurrence. Puisqu'il y a une concurrence du privé, ben, il faut jouer le jeu du privé. Alors, si le privé, je caricature un peu, là, c'est pas comme ça que c'était présenté, mais en toute fin pratique, c'est ça. Si le privé offre quelque chose de particulier, d'intéressant, c'est quoi sa recette?
Ben, sa recette, c'est la qualité de l'encadrement, c'est des activités parascolaires, c'est des laboratoires informatiques, c'est dans certains cas le pensionnat. Alors, on va s'inspirer de ça. Puis, pour faire un peu une espèce de mise en marché de ça, on va appeler ça des projets particuliers. On va essayer de se donner une couleur locale. Et ça se situait aussi dans une remise en question forte de la centralisation. On commence à parler qu'il faut décentraliser le système, il faut laisser les écoles se prendre en charge, parce qu'une des recettes du privé, c'est l'autonomie. On commence par ça. Là. Il faut que les écoles se donnent un projet éducatif. Et puis, pourquoi pas, qu'elles développent des projets. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être l'anglais intensif, parce qu'il y a des parents qui demandent ça. Ça peut être art-études, ça peut être sport-études. C'est les années où commence le baccalauréat international, aussi, le programme d'éducation internationale, qui a un prestige immense et qui se répand comme une traînée de poudre au Québec. Là. Dans le réseau public, il se répand comme une traînée de poudre. Si on résume ce que Claude Lessard nous a dit jusqu'ici, la ségrégation scolaire qu'on observe aujourd'hui dans l'école québécoise, c'est le résultat du développement de ce qu'on appelle les marchés scolaires. L'école est devenue, au fil des ans, une marchandise. Et les parents, des consommateurs d'école. Mais l'école, ce n'est pas un produit comme les autres. Et les marchés scolaires sont des marchés particuliers. Pour mieux comprendre, je me suis entretenu avec Justine Castonguay-Payan, docteure en éducation dont la thèse, soutenue en 2020, porte justement sur le choix de l'école secondaire par des parents dans le marché scolaire montréalais. Bien, par exemple, lorsqu'on va acheter une télévision ou une voiture, les règles du jeu, ça fonctionne sous les principes d'un marché conventionnel néoclassique. Mais comme le service public est très complexe dans son fonctionnement, on ne peut pas proposer un service public comme étant équivalent à un autre. Et ça ne fonctionne pas en termes de prix non plus. Puis on ne peut pas quantifier la qualité scolaire. On ne peut pas, elle est non mesurable et incommensurable. Donc, la seule manière qu'on peut définir la qualité d'une école, c'est à travers le bouche à oreille. Tandis que si on veut déterminer la qualité d'une voiture, on va se fier au guide de l'auto, on va se fier aux matériaux utilisés par le fabricant, de la qualité de l'acier, la qualité du cuir, la qualité du caoutchouc, peu importe. On est capable de se faire une idée plus précise de la qualité d'une voiture, tandis qu'un service public comme l'école, il y a énormément de ramifications sociales à l'intérieur. La seule façon de définir sa qualité, c'est à travers de la perception, des jugements. Donc, on peut élaborer une perception, une définition de ce que c'est qu'une bonne école. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a ce qu'on appelle un marché de singularité. Marché des qualités aussi, on peut utiliser ça, parce que ça fonctionne selon la définition qu'on donne à la qualité de l'école. On ne va pas choisir une école en fonction de son prix d'abord, on va choisir l'école en fonction de la définition de la qualité qu'on en a. Donc, on va s'élaborer une idée sur cette qualité scolaire-là. Pour s'élaborer une idée de la qualité d'une école ou d'un programme, les parents se basent sur un certain nombre de choses. Si certains parents consultent le bulletin des écoles secondaires du Québec, publié par l'Institut Fraser et qui est relayé sous forme de palmarès des écoles dans les médias québécois, d'autres vont plutôt se faire une tête de la qualité d'une école ou d'un programme de manière plus subjective. En fait, il y a des bouches à oreille. On a la voisine qui a eu telle enseignante, on a la cousine d'une telle, l'enfant du fils du monsieur du boulanger qui est allé avec tel enseignant, puis unanimement, ils ont dit quelque chose. Ça peut être au cours des visites aussi, c'est le contact dans les visites dans les écoles où là, les parents et leurs enfants rencontrent les enseignants. C'est là qu'on essaie de voir la chimie s'opérer. On essaie de voir si l'enfant se sent bien dans l'école. Parce que c'est aussi le bonheur qui est central. Ce n'est pas tant une instruction, disons, privilégiée ou élitiste qu'on cherche nécessairement, c'est qu'on pense qu'à travers ces choix-là, l'enfant va être mieux. On pense que son bonheur va être servi à travers cette école-là. C'est vraiment clé là, dans la décision. Puis, ce que l'enfant remarque, lui, c'est surtout la mise en scène de l'école, mais le parent va poser des questions aux élèves qui sont sur place. Des fois, ils sont là pour faire des démos, mais aussi pour poser des questions aux enseignants. Puis c'est là que le parent va être en mesure d'être séduit ou pas séduit par la campagne de séduction de cette école-là. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que oui, il y a une démonstration de la marchandise. L'école se met en scène parce qu'elle veut recruter aussi des élèves et des parents qui vont être en mesure de grossir leur palmarès à eux, qui vont être en mesure d'améliorer leurs résultats aux performances, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'école au final qui choisit. Les parents peuvent bien choisir, mais c'est au final l'école qui a le dernier mot, qui l'école va admettre dans ses rangs. Le marché scolaire implique donc nécessairement une tension entre, d'un côté, le libre choix des parents et de l'autre, l'autonomie des écoles et des programmes sélectifs à choisir leurs élèves.
Et cette tension génère inévitablement du stress, voire même de l'angoisse pour les parents et leurs enfants. Véronique Grenier est sociologue et chercheur postdoctoral à l'Institut national de la recherche scientifique et s'intéresse entre autres aux stratégies déployées par les parents dans le marché scolaire montréalais. Avec Justine Castonguay-Payan, elle a coécrit un article à ce sujet qui est paru dans la revue Sociologie et Société. Dans cet article, elle présente différentes stratégies mises en place par les parents pour augmenter leurs chances d'accéder aux écoles secondaires souhaitées. Parmi celles-ci, on retrouve des choses comme choisir son quartier, établir une marge de manœuvre financière, demander des dérogations ou même indiquer une fausse adresse. Mais parmi les stratégies qu'elles énumèrent, il y en a deux qui ont davantage retenu mon attention. Soit préparer ses enfants aux examens d'entrée des écoles et inscrire les enfants aux examens d'entrée de plusieurs écoles. On écoute Véronique Grenier à ce sujet. Il y a quand même un stress qui est vécu par les parents par rapport au fait est-ce que leurs enfants vont être acceptés dans les écoles qu'ils veulent, donc notamment dans l'optique d'éviter à tout prix le programme régulier, l'école du public du quartier. Donc, vu qu'il y a comme ce stress-là, donc les stratégies mises de l'avant par les parents, c'est de préparer les enfants aux examens. Et en fait, de faire en sorte que leurs enfants vont réaliser les examens de plusieurs écoles. Comme ça, ils vont avoir plus de chances d'être au moins acceptés dans une école là, qui est parmi un type là, d'école qui est au moins voulu. Après ça, il y avait des distinctions au niveau du revenu. Donc, les parents qui avaient un peu moins de revenus, ils prenaient eux-mêmes la responsabilité de préparer leurs enfants à ces examens-là. Puis les parents qui avaient plus de revenus, ben là, on pouvait voir qu'ils vont payer des tuteurs privés, ils vont envoyer leurs enfants dans des camps de préparation aux examens. Donc, je sais pas si tu sais que ça existe à Montréal, mais en effet, là, il y a comme des espèces de camps d'été là, que tu peux envoyer ton enfant, je pense que c'est une semaine ou deux. Là, puis, dans ce camp d'été-là, c'est une préparation aux examens. Donc, ça, c'est une des stratégies. Puis l'autre, ben, c'est dans l'optique pour s'assurer d'avoir au moins une école parmi la liste d'écoles voulues. Les parents vont envoyer leurs enfants faire des examens de 3 ou 4 écoles. J'ai même vu une mère là, qui était sur le point d'en faire un examen pour une 5e école, mais vu que l'enfant avait été admis dans une école, elle a dit « OK, on va pas aller pour le 5e, là, mais... » Donc, il y a quand même un stress qui est vécu par les parents. Là, je n'ai pas interrogé des enfants, mais j'imagine que ce stress-là se transmet après ça aux enfants. On comprend en écoutant Véronique Grenier que pour les parents, choisir l'école pour leurs enfants est non seulement stressant, mais nécessite aussi des moyens financiers. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer pour du tutorat ou pour un camp de préparation aux examens d'admission des écoles et des programmes sélectifs. Si l'importance d'aller à l'école est une idée fortement ancrée dans la culture québécoise contemporaine, les conditions d'accès à la scolarisation sont, tant qu'à elles, inégalement distribuées dans la population. Pour le dire simplement, nous ne sommes pas tous égaux devant le marché scolaire. Si certains sont en mesure de magasiner la meilleure école pour leurs enfants, d'autres n'ont tout simplement pas les moyens de choisir. C'est ce que cherchait à comprendre Frédéric Deschenaux, professeur titulaire à l'unité départementale des sciences d'éducation de l'Université du Québec à Rimouski. Lui et son équipe se sont intéressés aux perceptions des marchés scolaires de parents de milieux défavorisés de Montréal, Sherbrooke, Québec et du Bas-Saint-Laurent. Les résultats de l'étude ne sont pas encore publiés, mais Frédéric a généreusement accepté de nous partager ceci. Ça va être sans doute un article qui va ressortir de ces données-là, tout le phénomène du non-choix. Parce qu'il y a des parents qui nous ont dit mais nous autres, on le sait, là, que notre école de quartier n'est pas tellement réputée, puis, mais on n'a pas d'argent pour payer le privé, puis il n'y a pas d'autres. Puis si on veut aller dans un autre programme particulier, c'était soit des raisons monétaires, il y avait aussi des fois des raisons autour du fait que leur enfant éprouve des difficultés scolaires. Puis il disait souvent, le premier filtre, c'est le relevé de notes. Puis mais nous autres, notre fille ou notre fils, c'est tout le temps dans des 60, 70. C'est pas assez haut pour avoir accès au programme particulier, même du public. Fait que ça, il disait, fait que finalement, on n'a pas le choix. Puis, fait que tu sais, une expression, moi,
On dirait que ça me fait mal au cœur de l'entendre quand les parents, les enfants ou même les enseignants disent que les enfants sont en rien. C'est ils sont en rien. Parce que tout le monde dit, ben, il est en sport-études, il est en anglais enrichi, il est en art plus, il est en... Ça, c'est des programmes, en tout cas à Rimouski, des programmes au public, là. Mais puis il y en a d'autres qui disent, ben non, moi, mon fils, il est en rien, hein. Il est au régulier, en rien. En tout cas, c'est ça. Le marché scolaire québécois, c'est le choix pour certains et le non-choix pour les autres. Cette inégalité d'accès au marché scolaire et donc d'accès au choix d'école s'explique en partie, bien entendu, par le capital économique des parents. Si certains ont les moyens financiers pour envoyer leurs enfants à l'école privée ou dans un projet pédagogique particulier de l'école publique, d'autres parents n'ont tout simplement pas les revenus nécessaires. Pour mieux comprendre les inégalités devant le marché scolaire, on peut se tourner vers deux notions importantes développées par Pierre Bourdieu, soit le capital culturel et le capital social. Le capital culturel réfère aux ressources culturelles que possède un individu et qu'il peut mobiliser et utiliser dans ses interactions. Le capital culturel se retrouve dans le fond dans l'individu. Il est composé par exemple des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, des valeurs, des goûts, des préférences, des habiletés, des aptitudes, des attitudes, le niveau de langage, la posture, etc. Bien que le capital culturel dépend en partie du capital économique, il est différent de celui-ci en ce sens que le capital culturel s'acquiert au fil du temps à travers un processus d'apprentissage et au prix de certains efforts. Il ne peut pas s'acquérir par procuration. Bref, on ne peut pas transférer du capital culturel par virement interact. Le capital culturel, tout comme le capital économique, il n'est pas réparti uniformément dans la population. Pour les parents qui ont beaucoup de capital culturel, l'école est en quelque sorte l'extension de la maison. On y parle le même langage et on est capable de communiquer aisément avec les enseignants et la direction. Ça s'explique entre autres par le fait que ces parents ont généralement fait des études postsecondaires et sont donc restés longtemps dans le système scolaire. Pour les parents qui ont un capital culturel faible, par contre, l'école est en rupture avec l'univers familial. C'est un endroit qui est extérieur à la famille et on ne comprend pas toujours comment elle fonctionne. Et la communication avec les différents intervenants du milieu peut être très difficile. Pour ces parents, cette distance entre l'univers familial et l'univers scolaire peut résulter tantôt en méfiance à l'égard du système, tantôt en une certaine apathie ou même un désengagement vis-à-vis de l'école. Les enfants qui proviennent de familles à faible capital culturel ont plus de chances d'arriver à l'école avec un certain décalage par rapport aux autres. On peut même dire que pour certains enfants, l'arrivée à l'école se vit comme un choc culturel, comme s'ils arrivaient dans un autre monde que celui qu'ils connaissent. Devant le marché scolaire, certains parents ont donc les moyens culturels de choisir la meilleure école pour leurs enfants. Ces parents ont les connaissances suffisantes pour comprendre le système scolaire et ils possèdent les aptitudes nécessaires pour naviguer facilement dans celui-ci. Ajoutons aussi que le capital culturel des parents est un déterminant important de la réussite scolaire des enfants et que par conséquent, les enfants des milieux favorisés culturellement, qu'on pourrait appeler des héritiers culturels, ont plus de chances d'avoir des notes leur permettant d'être choisis dans un programme sélectif. En plus des inégalités culturelles, il existe aussi des inégalités liées à ce qu'on appelle le capital social. Le capital social réfère aux relations personnelles qu'un individu peut mobiliser dans ses interactions, c'est-à-dire au réseau social d'une personne incluant les relations avec les membres de sa famille, les amis, les collègues, les voisins, etc. Certains individus ont un capital social important, alors que d'autres sont plutôt isolés socialement. Certains peuvent compter sur un capital social constitué de gens pouvant les guider, les soutenir, les informer, alors que d'autres ne peuvent compter que sur eux-mêmes ou ont même un capital social constitué de relations sociales nuisibles. Le fameux bouche-à-oreille dont parle Justine Castonguay-Payan dans son analyse du marché scolaire est en partie lié au capital social. Certaines personnes ont un réseau social de connaissances qui favorise la transmission d'informations à propos du marché scolaire, alors que d'autres non. Certains vont donc naturellement entendre parler de l'importance de commencer à magasiner l'école secondaire lorsque son enfant est en 5e année, alors que d'autres non. Si on combine les notions de capital économique, culturel et social, on peut donc mieux comprendre les manières par lesquelles nous ne sommes pas tous égaux devant le marché scolaire. En bref, certains parents ont l'embarras du choix, alors que d'autres n'ont tout simplement pas le choix.
Pour les parents moins bien nantis au plan du capital économique, culturel et social, eh bien, le système scolaire les dirige automatiquement vers le choix par défaut, c'est-à-dire le programme régulier de l'école lié à leur code postal. Par contre, ceux qui sont mieux nantis au plan économique, culturel et social peuvent, de par les ressources qu'ils possèdent, se libérer de la tyrannie du code postal et choisir, par eux-mêmes, une meilleure avenue pour leurs enfants. On est dans cette logique-là. Claude Lessard. Elle fonctionne pour des catégories sociales. Elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Elle fonctionne pour des catégories sociales qui ont un certain capital culturel, on va parler comme Bourdieu, là, qui ont un rapport à l'école positif, qui sont capables d'aller à l'école, de rentrer, de poser des questions, de se faire une tête, de juger et de choisir. Le prototype de ça, c'est un enseignant qui soit du secondaire, du collégial ou de l'université, et le parfait consommateur d'école, parce qu'il connaît ça. Daniel, qu'on entendait dans le premier épisode et qui enseigne en univers social depuis plus de 20 ans dans une école secondaire publique, vient corroborer ici les dires de Claude Lessard. Moi, à mon école, tu sais, souvent quand on a eu le débat là-dessus, même dans un domaine où souvent les gens sont vus à gauche, là, les profs d'histoire, tout ça, puis ça brasse, tu sais, syndicalistes, souvent les profs, là, ils disent, ben oui, mais en même temps, tu sais, mets-toi à la place des parents. Puis là, après ça, quand ils disent ça, ça sous-entend, ben moi-même, je suis un parent. Moi, à un moment donné, quand on parlait de cette question-là, on était 2 profs de mon bureau, un ami qui est retraité, un ami et collègue. Quand on abordait cette question-là, les gens disaient, ouais, mais tu sais, il va toujours en avoir des inégalités, tout ça. Puis là, on disait, ben oui. Sauf que le but de l'école, pourquoi qu'on est dans l'éducation, en fait, c'est qu'on croit que tout le monde a une valeur. C'est comme si cet idéal-là, les profs le mettaient de côté en se disant, bien, ce que je vois devant mes yeux, je ne peux pas en faire fi. La réalité devant mes yeux, c'est que ça ne marche pas, le régulier. J'ai un collègue dans toutes les années que je connais et que je peux nommer qui a envoyé son enfant au profil régulier. C'est le seul que j'ai connu. Puis là, je l'ai dit, là, les profs que vous connaissez depuis qu'il y a des vocations particulières qui n'ont pas envoyé leurs enfants, des profs de notre école ou de la commission scolaire, qu'on appelait encore comme ça les centres de services, que vous connaissez dans votre réseau, qui ne les ont pas envoyés soit au privé, soit en vocation. Nomme-moi-en un. Et là, mes collègues, ils disent, ben, je vais le nommer, là. Là, je fais non. A jamais envoyé aucun de ses enfants au régulier. Jamais. Il m'obstinait. Ben non, il est contre ça, lui, les vocations. Je dis non. Lui et moi, souvent, on discute qu'on trouve que l'effet global n'est pas bon. On n'est pas contre les vocations. On est contre le fait qu'il y a un ticket d'entrée qui est basé sur l'argent. Lui, quand c'est le temps de penser à ses enfants, il fait pareil comme moi, là. Il pense à l'intérêt de ses enfants. Il voit bien le système. On est au premier chef là-dedans. Au 19e siècle, les mineurs avaient pour habitude d'emporter avec eux des canaris en cage dans le fond des mines. Si une fuite de gaz toxique avait lieu, ces petits oiseaux mouraient avant les mineurs, donnant ainsi l'alerte pour l'évacuation de la mine. Lorsque j'entends des témoignages comme ceux de Daniel, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre les canaris des mineurs du 19e siècle et les enseignants du système d'éducation publique aujourd'hui. Les profs sont, d'une certaine manière, nos canaris dans la mine. Ceux qui connaissent mieux le système d'éducation publique désertent le programme régulier. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans ce qu'on appelle un piège social, c'est-à-dire une situation où les parents qui en ont les moyens prennent des décisions pour leurs enfants qui entraînent des conséquences négatives pour les autres et pour la société dans son ensemble. Les pièges sociaux se caractérisent par le conflit entre rationalité individuelle et rationalité collective, entre l'individu et la société. Et cette tension est vécue par de nombreux parents québécois. Dans un piège social comme celui dans lequel nous sommes pris, certains parents qui ont les moyens de choisir se trouvent à agir de manière qu'ils savent injuste, ou du moins pas idéale, mais qu'ils croient refléter néanmoins la stratégie la meilleure et la plus rationnelle dans les circonstances où ils se trouvent. Mais au final, la solution à un piège social ne peut pas être individuelle. Elle doit être collective et donc ultimement politique. Dans cette première saison de Distance sociale, nous avons abordé quelques-unes des conséquences de la ségrégation scolaire. Violence symbolique, stigmatisation, stress, décrochage des profs, reproduction des inégalités sociales et donc déni de l'égalité des chances pourtant inscrite dans la loi sur l'instruction publique. Il y a un concept inspiré des travaux du psychologue James Flynn que j'aime beaucoup, le taux de capitalisation du talent. En gros, c'est la capacité d'une société à développer le plein potentiel de ses membres et à mettre au profit le talent du plus grand nombre de personnes.
Les sociétés prospères économiquement, culturellement et socialement ont généralement un haut taux de capitalisation du talent. Au Québec, avec la Révolution tranquille, on a vu la société québécoise augmenter de manière significative son taux de capitalisation du talent. Avec l'instauration du système d'éducation publique, des gens qui avant n'auraient jamais pu accéder aux études pouvaient maintenant y accéder. C'est pas pour rien que bien des membres de l'élite économique, culturelle et politique québécoise d'aujourd'hui viennent de milieux modestes et s'en font même parfois une fierté. Mais si ceux-ci ont pu profiter de l'école comme d'un ascenseur social, les jeunes des milieux modestes d'aujourd'hui n'ont pas vraiment cette chance. Bref, avec le développement des marchés scolaires, le Québec a vu son taux de capitalisation du talent dégringoler. Et je crois qu'on mesure encore mal les conséquences individuelles et collectives de la ségrégation scolaire qu'on a créée. Et je pense qu'on doit s'en préoccuper, parce que l'école, c'est le cœur d'une société. En gros, on pourrait dire « montre-moi ton école et je te dirai dans quel genre de société que tu vis ». L'école est en quelque sorte une fenêtre sur notre société. Celle d'aujourd'hui, certes, mais surtout celle de demain. Distance sociale est réalisé et produit par moi-même, Christophe Allaire-Sévigny. Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires, suggestions ou même vos expériences personnelles en lien avec la ségrégation scolaire à l'adresse suivante: sociologueambulant@gmail.com. Un immense merci aux personnes qui ont participé à cet épisode et à Guillaume Poulain pour la musique originale.